Mesdames, je suis ravie de vous accueillir ce soir pour ce talk dédié à Octobre Rose. Voilà, on va passer 45 minutes ensemble pour une cause qui nous tient tout à cœur. Alors, je vais vous présenter, on va faire un rapide tour de table pour qu'on sache qui vous êtes. Donc, Carole Fleuriot, vous êtes égérie de cette campagne Yes, voilà, Bonsoir. Muse, bonsoir. Et d'ailleurs, on vous aperçoit là juste derrière, Yes, donc une campagne avec un nom plutôt à très fait. militant. Et vous-même, vous avez subi une mastectomie. Donc, Oui. vous allez nous en parler tout à l'heure. Dorothée Delecourt, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes kiné et vous avez créé un réseau. Alors c'est un réseau donc de kinés aussi dans toute la France et qui permet à des kinés de se regrouper, donc qui sont spécialisés aussi dans le traitement des cancers, mastectomie ou pas. Enfin, vous allez nous en parler tout à l'heure. Laetitia Goujal, vous êtes médecin gynécologue à l'hôpital de Saint-Denis. Bonsoir. Bonsoir, et vous venez d'accoucher il y a un mois, donc merci d'être avec nous ce soir, félicitations. Et Alessandra, Qui ne vient pas d'accoucher, mais qui est quand même avec nous ce soir. Et vous êtes animatrice et productrice, bien évidemment, vous connaissez, et vous avez participé à une émission dont on a beaucoup entendu parler, qui a très bien marché, Star à nu. Exactement. Voilà, alors moi, déjà, bon, le principe quand même, le pitch était chouette, quoi, de se dévoiler comme ça, de se dénuder, c'était quand même assez osé, il fallait le faire. Et du coup, c'était aussi une jolie façon de mettre en lumière l'importance du dépistage. C'est quoi les retours que vous avez eus sur cette émission ? En fait, l'idée de cette émission, c'était de se dire, si nous, on est capable de se dénuder à la fin sur cette scène du Lido, vous êtes capable d'aller faire une mammographie et de vous dénuder aussi devant votre médecin. Parce qu'encore une fois, pour la plupart des femmes, c'est un acte encore compliqué, délicat, et pourtant, il faut le faire, c'est important. Et l'idée, c'était effectivement de montrer aux téléspectatrices et aux téléspectateurs qui nous regardaient comment on se faisait dépister, quelles étaient les démarches à faire. Rien que la palpation déjà, quand on est chez soi, parce qu'on peut le faire ça, toute seule devant la glace. Et effectivement, les retours qu'on a eus sur cette émission ont été chouettes. Et à la fois, j'ai envie de dire, ça a été aussi de mauvaises expériences pour certaines d'entre elles, puisqu'effectivement, on a le témoignage, là, cette année, parce qu'il y aura une saison 2, de deux femmes qui se sont palpées devant leur télévision et qui ont détecté leur cancer. Alors, comme vous dites, c'est un peu éprouvant, effectivement, de se rendre compte après coup. En même temps, c'est intéressant parce que, du coup, on se rend compte à quel point le dépistage est important. Et du coup, je vais me tourner vers vous aussi, Laetitia. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un message, les médias en parlent beaucoup, certes, ces derniers temps, mais qui passe bien et que les femmes, du coup, vont suffisamment se faire dépister ? Alors oui, les femmes vont se faire dépister, que ce soit dans le dépistage organisé ou le dépistage individuel. Voilà, l'important, c'est d'aller faire une mammographie tous les 2 ans, entre 50 et 74 ans, pour les femmes appartenant à la population générale sans facteur de risque particulier. Et pourquoi c'est très important ? Parce que les cancers du sein diagnostiqués lors d'une mammographie, c'est-à-dire qui ne sont pas encore palpables, se guérissent beaucoup mieux avec des traitements beaucoup moins lourds que des cancers du sein diagnostiqués à un stade avancé. Et je crois que les femmes l'ont bien compris. Et même si les taux de participation au dépistage organisé sont que de 50% en moyenne, voilà, il y a beaucoup de femmes qui, à côté de ce dépistage organisé, se font dépister de façon individuelle. Et c'est ça l'important. Donc plus on s'y prend tôt, mieux c'est. C'est important de le faire aussi soi-même, comme le disait Alessandra. Donc il y a cette idée d'auto-palpation. On peut le faire devant sa glace, c'est simple, tout le monde peut le faire ? Tout le monde peut le faire, c'est à la portée de chacune. Il y a même des petites vidéos sur YouTube des qui, tutos, voilà, des tutos, le fameux tuto. Bon. qui montrent ça très bien. Et encore une fois, voilà, seulement 10% des cancers du sein sont diagnostiqués à un stade où on sent quelque chose dans le sein. Voilà, c'est tellement important ce que vous dites. 90% des cancers du sein sont diagnostiqués aujourd'hui sans être palpables par la patiente. Donc c'est important. Un cancer dépisté à temps est un cancer qui se soigne plus facilement. Ça reste le cancer le plus meurtrier, mais et en même temps celui qui se soigne le mieux aussi, quelque part. Exactement. Donc du coup, voilà, effectivement, d'où l'importance de le prendre au tout début. Et alors il y a cette importance du début, mais aussi après, par la suite. Justement, on a des soins kinés. Alors là aussi, apparemment, c'est difficile. On en discutait un peu tout à l'heure, mais de trouver un kiné qui soit adapté en fait à ça, parce que voilà, tous les kinés sont censés supposer le faire, mais Comment se débrouiller ? C'est pour ça que vous avez créé ce réseau. Il y avait un vide, en fait, là-dessus. Oui, il y avait un vide. On a décidé, on est quatre kinés spécialisés en scénologie, dans la prise en charge des femmes opérées d'un cancer du sein et une de mes patientes, de créer un réseau qui regroupe des kinés qui sont spécialisés, qui sont formés spécifiquement dans la prise en charge des femmes opérées d'un cancer du sein. Parce qu'en effet, il y avait un vide. On reçoit, dans notre pratique au quotidien, on reçoit des patientes qui ont erré pendant des semaines, des mois, des années avec leurs douleurs, leurs fibroses, leurs adhérences,
leur mal-être en fait Et elles leur, trouvent pas de leur lieu. inconfort. Alors, soit elles ont eu des séances de kiné, mais qui n'étaient pas tout à fait adaptées parce que il faut avoir fait une formation spécifique et il faut bien connaître les différents types de chirurgie et les différents types de traitements. Donc, soit ces femmes-là, elles n'ont pas eu une kinésithérapie adaptée, soit elles n'ont pas eu du tout de prescription de kiné. On leur a dit c'est normal, ça va passer, ou c'est comme ça, etc. Mais ça sert à quoi la séance chez le kiné? Pardon, hein, parce que, cancer du sein pour les nuls, je te pose une question qui est Non, très non, bête. mais mais, c'est tout à fait ça, ça sert à à quoi sert le kiné? Alors en fait, vous, Alessandra, je pense que vous connaissez la kiné du sein, le cancer du sein. Si je vous dis que la femme, elle a un œdème, là, vous dites, bah oui, elle va faire un drainage. D'accord. C'est peut-être ce que vous avez entendu, c'est ce que entend tout le monde, etc. Sauf qu'aujourd'hui, c'est tellement assimilé au gros bras, le cancer du sein, que quand on n'a pas de gros bras, très souvent, c'est un petit peu une caricature, mais c'est quand même un petit peu vrai, que si on n'a pas de gros bras, on n'a pas beaucoup de séances de kiné. Donc pour répondre à votre question, Alexandra, ce qu'on fait, on va faire alors grosso modo, des massages adaptés. On va travailler les adhérences. Les femmes, quand elles ont un cancer du sein, elles ont automatiquement une chirurgie. Mastectomie, tumérectomie, curage axillaire, ganglion sentinelle. Et nous, donc la peau va réagir à ça, la posture va réagir à ça, elles vont avoir des postures de protection parce qu'elles se protègent, etc. Et donc nous, on va les masser, déjà on va leur faire réapproprier leur corps, leur demander de se redresser, on va travailler tout ça et on va également travailler par des massages, travailler les adhérences, les cicatrices qui sont invaginées, qui collent, les fibroses, sont des tissus qui ne bougent plus les uns sur les autres. Il y a plein d'effets secondaires et on va vraiment les aider à se sentir mieux et avoir moins de douleur. Et effectivement, on va aussi drainer quand il y a un œdème, mais ce n'est pas toujours le cas. Et justement, vous parliez de ça, enfin on a un aspect très médical, mais c'est un peu notre sujet aujourd'hui aussi, le retour à la féminité. Et peut-être que quand on parle de cette fameuse kinésithérapie, ça aide aussi peut-être à reprendre confiance en son corps. Oui, les femmes, quand elles arrivent, elles sont meurtries. Elles sont meurtries et en effet, très souvent, elles n'ont pas encore touché. Elles se sont faites opérer. Vous avez touché? Ah, non, je ne touche pas. Ça fait peur. Ça fait peur, ça me fait mal, puis ça me fait peur. Et puis elles ne sentent plus rien, c'est cartonné, etc. Donc on va leur apprendre, on va prendre leurs mains, on va toucher ensemble. Voilà. Et elles vont se réapproprier leur corps, puis on va leur dire maintenant il faut que vous touchiez. C'est votre corps, c'est votre sang, ce qu'il en reste, mais il est différent, mais c'est à vous. Et maintenant il faut le bichonner. Et ça, c'est vrai que les kinés qui sont formés, qui ont l'habitude, qui connaissent tout ce profil, enfin tout ce vécu un peu psychologique, parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a un vécu particulier, c'est une épreuve importante, donc on a l'habitude de leur dire ça, et grâce à ça, se mettre devant un miroir avec elles, leur dire allez on va toucher, c'est à vous, maintenant il faut le bichonner, parce que plus vous allez vous en occuper, mieux ça va être, et peut-être on va aider aussi à la reconstruction, parce que derrière, les patientes parfois se font reconstruire. Donc en effet, on va les aider à se réapproprier leur corps. C'est tellement important, ça touche tellement à la féminité. Non mais Oui, c'est vrai. c'est quelque chose tu de vois. très, c'est vraiment notre corps, c'est quelque chose de très intime, Ouais. la poitrine effectivement. Et puis là, tout d'un coup, en plus, quand on est rentré dans ce cadre hospitalier, on a été obligé de la montrer beaucoup. Je vais me tourner vers vous. Du coup, Carole, ça vous parle tout ce que dit Dorothée, parce que vous l'avez vécu vous dans votre chair. Oui, tout à fait, ça me parle énormément. Moi, après la mastectomie, du coup, mon rapport au corps a changé. La mastectomie, ça change du coup l'aspect physique de notre poitrine, ça change aussi l'aspect sensoriel, du coup. Et en effet, on perd une partie de notre corps, en fait, on est mutilé pour des fins de santé. Et c'est très très dur, en effet, d'arriver à se regarder dans la glace, de toucher pour la première fois, c'est un gros cap, parce qu'en effet, on ne sent rien. En plus, c'est frustrant, en fait. Déjà, l'aspect est modifié, en plus, le toucher aussi est modifié, ça fait beaucoup d'un coup. Et là, les séances de kiné, du coup, aident énormément à réapprivoiser son corps au fur et à mesure. Et le fait de devenir aussi du coup une égérie pour une grande marque de lingerie, en l'occurrence Etam, mais de devenir cette muse, est-ce que c'était intéressant pour vous de créer cette collection? Est-ce que c'était aussi une façon de vous réapproprier votre corps? Pour moi, l'enjeu surtout à participer à cette collection, c'était de me dire, parce qu'il faut savoir que c'est la première fois qu'une marque vers laquelle on s'est déjà, je pense, quasiment toute tournée un jour dans sa vie, créer une collection comme ça, dédiée post-opération
quand on a un cancer du sein. Sinon, on avait des choses très médicales, en fait, hein, c'est ça que vous vouliez dire. C'était des choses qu'on trouve en pharmacie, mais qui ne sont pas grand public. On se tournait soit dans une pharmacie ou soit dans un magasin qui vendait plusieurs marques dédiées post-mastectomie, mais c'était des marques qui ne parlaient pas. Alors qu'en fait, c'est un moment en fait, où on perd au fur et à mesure nos repères, le protocole et principalement la mastectomie. Et on a besoin, enfin moi en tout cas, j'avais besoin de retrouver un terrain un peu connu, un peu cocoon. Et à l'époque, il n'y avait pas Etam. Et à l'époque, du coup, le jour où je suis partie faire mes achats, du coup, lingerie post-mastectomie, j'étais assez contente en mode faut trouver du positif. Et j'aurais adoré à l'époque trouver cette collection-là parce que ça fait du bien en fait de... C'est de te sentir comme les autres finalement et ça. d'aller faire ton shopping là où tout le monde va le faire. Oui, et se dire qu'on peut aller Faire faire la virée pas médicale, mais rose, un peu glamour. Et se dire qu'on peut faire la virée entre copines, c'est top. Ne pas avoir à se diriger dans un magasin spécial où il y a des produits justement dédiés seulement pour les malades de Oui, cancer. on sort du domaine médical, en fait. Là, on est vraiment ça. dans une expérience de plaisir. Et d'autant plus, c'est très militant en plus comme nom, Yes, je trouve. Il y a un côté très combat féministe. Et puis peut-être aussi de faire ces photos, c'est une façon aussi de se dévoiler. Vous étiez plusieurs pendant la campagne. Je crois aussi que vous avez aidé à la conception des modèles, parce qu'il y a des particularités quand on a été opéré, j'imagine. Tout à fait, en effet. Du coup, c'est une forme qui permet d'accueillir... Enfin, déjà, il y a des poches à l'intérieur qui permettent d'accueillir des prothèses mammaires. Donc, au début, on en met en mousse, puis après, on peut en mettre en silicone si on préfère. Et du coup, pour les accueillir, donc, il y a les poches, et c'est aussi une forme assez particulière. Et aussi, il ne faut pas qu'il y ait des armatures aussi, parce que du coup, on a une peau qui est sensible, et le but, c'est de la chouchouter. Et du coup, on peut pas mettre n'importe quoi. Juste après l'opération, il faut par exemple une brassière spéciale en triple coton bio, enfin quelque chose de très doux et qui s'ouvre par devant parce que on peut pas. C'est compliqué de mettre les bras en arrière. Difficulté avec les bras, Difficulté avec les bras. Et Oui, donc c'est un moment aussi, une façon, au travers de cette lingée, de se réapproprier son corps. C'est ça, ouais. Et vous, Laetitia, quand vous recevez donc des patientes qui vont vraisemblablement subir une mastectomie ou pas d'ailleurs, est-ce qu'elles vous parlent de ça, de ce problème d'apparence aussi, aussi peut-être de la redécouverte de son corps, d'un corps qui va changer? C'est un sujet que vous abordez beaucoup? Oui, bien sûr. Donc nous, en tant que chirurgien, on informe en général du diagnostic et on présente l'intervention qu'on s'apprête à faire, mais dans un second temps, la patiente voit toujours une infirmière qui va répondre à ses questions sur l'intervention et qui va lui présenter les différentes prothèses et les types de lingerie qui existent aussi. Donc oui, les femmes posent beaucoup ces questions. Donc il y a une vraie demande en fait de la part des femmes. Il y a une vraie demande, voilà. Et dans un premier temps, elles sont assommées par l'annonce du diagnostic et du type de traitement, mais dans un second temps, on en vient à ces questions-là, souvent auprès des infirmières lors de la consultation d'annonce. Et c'est à ce moment-là qu'elles peuvent toucher la lingerie qu'on leur présente. C'est presque l'après, en fait. On envisage en fait le moment après l'opération, on va falloir s'occuper de tout ça. Donc il y a en amont de l'intervention qu'on en parle déjà, et puis après, au cours de la surveillance, les 5 années qui suivent la prise en charge du cancer, les femmes peuvent tout à fait en parler librement. Et vous, Alessandra, quand vous avez préparé ce Prime, c'était quand même un énorme barnum, on a l'impression qu'il y avait un peu une histoire de famille aussi autour de ça. Vous dites, c'est quoi le message qu'on peut envoyer aux gens à ce moment-là et aux femmes en particulier? C'est une télévision d'utilité publique à ce moment-là. Ouais. On informe les gens parce que, par exemple, Carole, avant que tu aies ton cancer, est-ce que tu aurais pu... Par exemple, moi, pendant l'émission, j'ai appris qu'effectivement, les jeunes de moins de 30 ans pouvaient avoir un cancer. Ouais. Et dans l'émission, il y avait une jeune comédienne qui s'appelle Héloïse Martin, qui a ton âge, et qui a totalement halluciné. Pour elle, le cancer du sein, c'était loin, c'était réservé aux plus vieilles. Moi, c'était un choc pour moi. Plus vieilles. Ah, quand même. On voit de plus en plus de femmes jeunes, en fait, c'est ça. Et en fait, en tout cas, on communique dessus. Ouais. Donc déjà, on s'en rend compte. Et je trouve génial que tu témoignes. Je trouve génial que tu fasses cette campagne parce qu'en fait, tu es l'image de toutes ces filles-là. Non mais c'est vrai, Carole, parce que je sais que c'est dur de témoigner aussi. Je sais que c'est pas le premier truc qu'on va dire à sa meilleure pote quand on sort d'une mammographie. Je sais que c'est très tabou entre les jeunes aussi de parler des cancers du sein ou de cancers gynécologiques d'ailleurs. Et donc franchement, bravo, parce que je pense que tu aides à démystifier aussi tout ce truc autour du cancer. Il faut en parler. Et il faut en parler beaucoup plus facilement et aisément. Donc, cette émission, c'est pour ça que je la fais. Mais s'il n'y avait pas des gens comme toi pour en parler librement, ce serait compliqué aussi.
On a l'impression d'ailleurs que la parole s'est quand même pas mal libérée ces dernières années. Alors il y a de plus en plus de choses qui sont organisées autour d'Octobre Rose, mais comme si les femmes finalement avaient accepté. Tu as raison, tu disais il y avait quelque chose d'honteux avant, ou peut-être on n'osait pas forcément le dire quand on est diagnostiqué, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui les femmes parlent davantage. Elles le disent, en tout cas il y a des réseaux qui se créent, la preuve, là on fait un réseau de kiné aussi. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a quelque chose de plus fluide autour de ça Des aujourd'hui opérations comme la vôtre, elle est géniale aussi. Hein. Merci. Oui, Non, les mais gens- parce que les tu gens vois, il y se avait un vrai vide. C'est Ouais. que Ah, il vous y avez avait un répondu, vide intersidéral, ouais, Ah tout à ouais. fait. En fait, l'idée, c'était aussi de le faire connaître du grand public, des médecins, des chirurgiens, pour faciliter le parcours de soins. La patiente, quand elle est opérée, elle a une ribambelle de traitements, d'examens à passer. Bon, elle se fait opérer, puis là, on lui dit, elle doit chercher les informations un peu, alors les réseaux sociaux, Dingue. Internet, etc., etc. Et On a l'idée un de peu donner largué, cette quoi, en information, fait. de faciliter l'information, donc c'est vrai que c'était important. Et sur notre site Internet, je ne sais pas si on peut le dire, mais on a eu, ça n'a que 6 mois, on a 530 kinés, et on a eu 1200 demandes de patientes rends compte, sur notre site C'est Internet. énorme. Ce qui prouve qu'il y avait un réel besoin et, on Et a une que- réelle demande. Et en une plus, réelle demande. si ouais. je comprends bien, vous les suivez après aussi. C'est-à-dire que Alors, vous attendez en un fait, retour, en fait. En fait, on attend un retour des patients, donc on envoie des mails automatiques, mais c'est vrai qu'on a des mails personnels qu'on reçoit et qu'on essaye de répondre. Bon, on a un flot d'emails, donc ça met un petit peu de temps parfois, mais on essaye en effet d'accompagner les patientes. Parfois, on n'a pas de kiné dans leur zone, dans leur ville, et donc elles nous envoient un email et on leur propose peut-être de se mettre à disposition de leur kiné pour les guider, puis si le kiné ne sait pas faire, on n'est pas obligé de tout savoir faire. Et voilà, donc ça fonctionne bien. Et l'idée aussi, c'est que les chirurgiens, les médecins aient ce réflexe de prescrire et d'orienter vers un kiné qui est formé. Et d'ailleurs, pour la petite Facilité. histoire, vous êtes contacté en fait sans savoir que vous alliez participer à Stoke en amont, c'est ça? Parce que vous avez envie Oui. de travailler avec des réseaux de kinés, justement. Exactement, donc on est toujours à la recherche de kinés qui sont spécialisés dans le sein, qui aiment prendre en charge cette pathologie. Et voilà, dans le 93, voilà, il n'y a pas beaucoup de kinés qui sont spécialisés dans le sein. Donc quand j'ai vu sur un réseau social qu'il y avait ce réseau, je me suis précipitée pour prendre contact avec vous. En congé maternité en plus. Ah ouais. Voilà. Décidément, les femmes, on est très très fortes. Vous, Carole, vous avez eu du mal à trouver quelqu'un justement qui vous accompagne dans tous ces soins post-opératoires? Alors, j'ai pas eu de mal, mais c'est vrai que quand j'ai dû du coup trouver mon kiné après la mastectomie, déjà j'étais pas très motivée pour faire les séances de kiné. T'avais peur? Ouais, c'est ça. Ouais, j'étais un peu, j'acceptais pas déjà l'opération et du coup je la reniais un peu, je la mettais de côté et j'avais juste envie d'oublier ça. Et à l'époque, j'ai un ami lui qui faisait de la kiné pour une autre problématique et qui m'a dit dans mon cabinet, il y a une des kinés justement qui a fait des formations en scénologie, si je dis pas de bêtises. Et du coup, je me suis dit bon bah top, ça tombe bien, c'était à côté de chez moi et du coup ça s'est fait comme ça. Et franchement, là je ne me passe pas de ma kiné depuis 1 an et demi. Oui, c'est devenu un moment quasiment, un rendez-vous essentiel, quoi. C'est Ah important. mais c'est essentiel. Moi, je ne peux pas passer une semaine. Enfin, je suis en vacances, mais je ne peux pas. Je ne me vois pas ne pas faire mes séances parce qu'il y a tellement de choses à travailler entre le fait qu'en effet la souplesse a changé, la sensibilité a changé, la kiné aide à la retrouver. C'est sénologie, le terme, c'est ça? Sénologie. Sénologie, Oui. d'accord. En fait, on est le relais, c'est-à-dire que les patientes, quand elles se font opérer, qu'elles ont leur traitement, chimiothérapie, radiothérapie, hormonothérapie, à la fin de leur radiothérapie, il n'y a plus de rendez-vous médicaux. Donc c'est tous les 6 mois, puis après 1 fois par an. D'où la problématique de l'après, en fait. Et alors, oui, elles se jetées dans la sentent nature. très souvent perdues. Et donc, nous, on arrive en post-opératoire curatif, mais du coup, on continue à les accompagner parce que les patientes, si elles ont une mastectomie, après, il y a une reconstruction. Donc, ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Et nous, on les accompagne 2 fois par semaine pendant tout ce temps de traitement. Et on est un petit peu le seul relais pour les rassurer, les guider, les orienter de nouveau vers leur médecin si on trouve qu'il y a un problème. Enfin, voilà. Et c'est vrai que c'est ce que tu dis, Carole. Nous, on a les patientes de façon, on les voit 1 à 2 fois par semaine pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Voilà. Donc, il y a un véritable lien qui se crée. Et voilà.
Et au moment de la création de cette campagne, je reviens quand même sur ce très joli visuel. D'ailleurs, on peut voir les modèles juste derrière. C'est le modèle dans lequel tu poses. Vous étiez 7 femmes, c'est ça? C'est ça. Vous étiez donc 7. Et toutes les 7, vous avez participé à la création de la collection en donnant un peu vos recommandations. En fait, c'est des collections qui sont permanentes finalement maintenant. Mhm. Et du coup, en stipulant un peu quels étaient les problèmes auxquels vous faisiez face. C'est ça, oui, on partageait du coup ce qui nous plaisait pas trop dans les collections qu'il y avait avant, et on partageait ce qui nous plairait du coup. Et ça a été bien entendu. Et le fait justement de participer aussi à cette séance photo et de se dévêtir un peu comme Alessandra l'a fait, quoi. Il y a un moment, voilà, on y va, on se met à nu et puis on lâche tout. C'est salvateur aussi, ça fait du bien à ce moment-là. Ouais, du coup, je pense que la photo, c'est un réel intérêt thérapeutique parce qu'avec le protocole global, en fait, même pas que la mastectomie, tout le protocole, en fait, on voit notre apparence se modifier au fur et à mesure avec la perte des cheveux, des cils, des sourcils, les seins. Enfin, franchement, c'est dur de se reconnaître. Et après, il faut réapprendre à s'accepter et réapprendre aussi à connaître la nouvelle image que l'on a de soi. Et la photo, ça aide énormément parce que, en plus, c'est une ambiance super sympa. Les photos sont belles et en prendre connaissance, ça nous aide à réapprendre confiance en soi et à réapprivoiser cette nouvelle image. Vous parlez des cheveux, justement. Moi, j'ai parlé aussi avec des femmes qui me parlaient de ça, les cils, etc., et les sourcils, qui sont quand même assez problématiques quand on les perd. Et les cheveux, j'ai l'impression aussi que de plus en plus de femmes assument clairement cette perte de cheveux et n'ont pas forcément ou plus envie de mettre un foulard ou une perruque et se disent, bon, voilà, quoi, je reste féminine malgré tout et j'ai le crâne rasé, voilà, tant pis. Ouais, sur Instagram, du coup, il y a une forte communauté de femmes malades de cancer. Et en effet, c'est vrai que c'est quelque chose que je vois de plus souvent, des personnes qui osent s'afficher le crâne nu, fier, et qui ne mettent pas forcément de perruque. Après, il faut savoir que ça fait froid. Il faut savoir que l'hiver, c'est une de cheveux, c'est froid. Vous avez mis une perruque vous-même ou pas alors, j'ai pris une perruque du coup qui ressemblait à la chevelure que j'avais avant. Ouais. Par contre, je la mettais pas tous les jours. Tous les jours, c'était petit bonnet confort. Et après, par contre, pour me faire plaisir, pour parfois juste me regarder devant le miroir et avoir l'impression que c'était le mois juste avant de perdre mes cheveux, ça me faisait du bien. Ouais, c'était bien. Pour moi, j'ai aimé alterner en fait, ces deux périodes-là. La période où je m'en fiche, en fait. J'ai envie d'être bien, et la période où il y a des périodes où j'avais envie de retrouver un peu l'image que j'avais avant qui me plaisait. Est-ce que vous accompagnez, vous les femmes, justement, dans cette problématique? Enfin, c'est, j'imagine, quelque chose dont elles vous parlent en premier lieu. Voilà, j'ai perdu mes cheveux, mais si, là, qu'est-ce qui va se passer? Oui, en effet, donc c'est une des grosses appréhensions des patientes. Après, c'est plutôt avec l'oncologue, donc le médecin qui s'occupe de la chimiothérapie, qu'elles en discutent le plus. Mais oui, moi, ce que je me dis, c'est que la féminité, ce n'est pas que des caractéristiques physiques, quoi. C'est clair. C'est aussi votre attitude, votre personnalité, votre relation aux autres. Et je trouve ça bien, justement, d'arrêter, de considérer la féminité comme juste des critères physiques. C'est bien plus vaste que ça. Ouais, Et il faut se décomplexer. Et c'est chouette que oui, on peut être féminine, les tout femmes en étant, y arrivent. Moi, Voilà, tout en étant chauve, tout en étant Amazon. Voilà. T'as tellement une pas le Amazon, c'est choix. une femme. Mais il n'y a pas le choix. T'as tellement pas le choix qu'il faut aller trouver des ressources ailleurs. Donc c'est une force pour après, d'ailleurs. C'est clair. Et justement, je pense que moi, personnellement, j'avais vraiment très peur de perdre tous ces aspects-là. Et je pense que ça m'a aidé du coup en contrepartie à affirmer ma personnalité parce qu'au final, c'est là où on se retrouve vraiment avec soi et on voit au final qu'on est toujours une femme même sans tout ça, quoi. Est-ce qu'on ressort presque plus confiante en fait d'une épreuve pareil? On se dit toujours qu'on apprend parfois avec des épreuves. Est-ce que du coup ça donne une forme de confiance après? Oui et non, parce que le protocole ça fait un peu perdre confiance en soi parce que du coup c'est une longue période où on ne travaille pas forcément, où on ne sait plus forcément où se raccrocher parce qu'on perd nos repères. Mais en parallèle, moi, je vois que j'ai beaucoup plus confiance en moi, en ma personnalité, en mes valeurs et en mes croyances. Mais tu as vécu un tel parcours du combattant. Quand on parle aux femmes qui ont eu un cancer, en l'occurrence cancer du sein, vous traversez des moments qui sont tellement durs et à un moment donné, c'est toi avec toi, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, il faut retrouver des ressources en soi. C'est le moment jamais où il y a quelque chose de très introspectif, quoi, quasiment. On se retrouve en fait face à soi. Et puis, de toute façon, on a beau partager, à un moment donné, la maladie, il faut la traiter. Et on est seul à ce moment-là, quoi. Et concernant donc une future émission qui va avoir lieu aussi, parce que du coup, vous allez mettre en lumière aussi d'autres choses au travers des. Il y a une saison 2, du coup, c'est la saison 2 qu'on est en train de tourner, exactement. C'est un peu comme une famille, on a l'impression que vous avez créé un truc. En fait, le casting des hommes et des femmes change, mais en l'occurrence, on s'est dit que ça avait été
trop utile finalement. En vrai, si on se parle franchement, les soirées du cancer à la télévision, si demain je vous dis il y a soirée cancer et il y a des artistes qui viennent chanter, oui, bah voilà, bah c'est ça que ça donne. Ouais, C'est-à-dire en fait, je les suis gens ne viennent d'accord. pas et ça Ouais. fait pas d'audience. Là, ils ont trouvé, et c'est une émission anglaise à la base, ils ont trouvé, je trouve, le moyen de traiter du cancer de façon divertissante et instructive. Ouais. Fallait le faire déjà, je trouve, et Ouais. c'est génial pour ça parce que vraiment. Oui, c'est un show, ça- quoi, ça c'est touche, festif. Ouais, c'est festif et on apprend des choses. Donc là, ce sera toujours le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus, qui est un cancer aussi assez fréquent chez les femmes et chez les hommes, mais ce serait difficile à expliquer. Je ne me lance pas dans cette explication On va tout se de lancer suite. dans le débat Mais médical. j'ai appris pas un beaucoup de cancer du choses. col de l'utérus dans ce cas. C'est Voilà. Laetitia qui va nous expliquer après. Et donc, voilà. Mais même moi, en tant que femme qui n'ai pas été touchée par le cancer, j'ai appris encore un tas de choses sur le vaccin pour le cancer du col de l'utérus, qu'on peut faire à ses enfants à partir Aux jeunes filles, ouais. juste avant le premier rapport sexuel aux jeunes filles à partir de 11 ans. Enfin, je veux dire, si moi je l'apprends, je vis pas dans un coin reclus de France, donc c'est qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre. C'est pour ça que je te dis, toi, ton témoignage, il vaut de l'or. Il est Je précieux. communique. Ouais, ça vous a sensibilisé clairement à la cause. Mais tellement. quoi. Ouais, Et, ouais. et encore une fois, je sais pas, est-ce que tu en as parlé à tes amis autour de toi tout de suite? Moi, ouais, j'avais vraiment je ressentais en fait ce besoin Ouais. En fait, c'était tellement lourd pour moi. Déjà, je n'imaginais pas en effet qu'on pouvait avoir un cancer à 24 ans, pardon. Mais comment tu l'as diagnostiqué d'ailleurs, ton cancer? Alors, en fait, c'est assez particulier. C'était un week-end où j'étais chez moi. Je me suis dit que j'allais faire ma première autopalpation parce que je pensais en fait à ma grand-mère maternelle qui était décédée d'un cancer du sein à 42 ans. Et je savais pas du tout comment faire. J'ai même pas pensé en fait aller voir un tuto sur YouTube. Je me suis dit bon bah voilà, je palpe mes J'y seins vais, et quoi, puis j'essaie. voilà tout. Et en fait, j'ai senti une boule et première autopalpation. Et j'ai attendu 24 heures, 48 heures, ça passait pas. Donc c'est là où j'ai contacté ma gynécologue qui m'a envoyé faire des examens du coup en ville. Et suite à ça, du coup, c'est là où j'ai appris que j'avais un cancer du sein. Mais donc c'est toi qui t'es palpé d'abord. Ouais. Et t'en parles à tes copines aujourd'hui? Et du coup, Ouais. et du coup, donc déjà c'était j'ai appris que j'avais un cancer du sein à 24 ans, donc c'était énorme pour moi. En fait, je pense que c'est un choc pour tout le monde. Et d'autant plus à 24 ans. Et d'autant Enfin, plus, c'est, d'autant plus qu'on ne sait pas qu'à cet âge-là, on peut en avoir. on s'y attend pas du un, tout. C'est pour ça, quand on est jeune, on Ouais. se dit qu'on est un peu préservé, que ça ne Bah, va c'est pas ça. arriver. Ça Ouais. arrive à des Et femmes là, plus c'était âgées. mammographie pour tout le monde? Ouais. Et non, pas non plus. Mais du coup, je communique Pas de vraiment, mammographie, une échographie d'abord pour Ouais. les femmes jeunes. mais je communique sur le fait, c'est important, peut-être pas enfin, faut pas non plus en faire tous les jours, mais enfin quelques fois par an, je pense que ça fait pas de mal. Et des autopalpations. Et Donc clairement, il faut faire cette autopalpation. On en a parlé là pendant Oui. l'émission, c'était le cas. Oui, Là, il faut Carole se l'a toucher. découvert comme ça. Il faut se toucher quoi qu'il arrive. Il faut Mais oui, ça aimer en son passe. corps. Et en plus, c'est nécessaire. Moi, la fois où j'ai palpé mes seins et j'ai senti la boule, je me suis dit, mais est-ce qu'elle fait partie de mon corps? J'étais pas capable de dire si c'était normal ou pas. Enfin, Bien sûr. et parce je qu'il y me a suis des dit, mais boules je connais pas mon bénignes, cœur. Il y a des- Oui. Comme on a des glandes. Ah, des glandes, voilà, il y a donc, devant une boule dans le sein, il y a beaucoup de diagnostics possibles, et notamment chez la femme jeune, c'est très fréquent d'avoir des adénofibromes. Voilà, on connaît les fibromes de l'utérus, il y a la même chose dans le sein. Et donc, Et là, c'est voilà, pas grave. l'adénofibrome, la boule chez la femme jeune, très souvent, c'est l'adénofibrome. Donc, tout le monde ne panique pas si ce soir, on sent une boule en s'autopalpant. Ouais, c'est bien de le dire. Voilà, on va voir son médecin, on se fait prescrire une échographie mammaire Mhm. quand on est jeune, parce qu'on voit moins bien les seins avec une mammographie quand on est jeune. Et en effet, par contre, si cette boule à l'échographie n'est pas normale, n'est pas en faveur d'un adénofibrome, alors il faudra faire une biopsie. Mm. Mais Ça. voilà, mais en effet... Je savais pas que c'était une échographie parce que la mammographie marche moins bien pour les seins plus jeunes. Voilà, parce que les seins jeunes, ils sont denses. Il y a beaucoup de tissu Alors, mammaire, alors qu'il y a il y a beaucoup des de avantages. graisse Donc, à quand partir on de- vieillit. On dit c'est à la quarantaine la mammographie, donc avant c'est une échographie. Voilà, Simplement. en général, avant, le médecin généraliste ou votre gynécologue prescrira d'abord une échographie qui sera complétée par une mammographie à la discrétion du radiologue si il juge que c'est nécessaire pour compléter son examen. D'accord. Et quand on a la quarantaine. C'est voilà, pour ça que, parce qu'évidemment, T'es aussi, mort. Là c'est voilà, mammographie. une tout des de suite. appréhensions qu'ont toutes les femmes, c'est de se faire presser le sein. Ouais. Et évidemment, quand on est jeune et qu'on a le sein dense, on a très peur de ça. Donc Ouais. voilà, c'est d'abord une échographie. Et si besoin, on complète
pour faire un diagnostic et prendre en charge. Bah, j'ai appris quelque chose. aussi. Tu vois, encore. Ouais, moi aussi sur Voilà. l'échographie, c'est vrai qu'on se dit a priori, bon bah voilà, c'est la Mm. mammographie, on sait qu'à la quarantaine on va y passer, mais avant on n'imagine pas. Ouais. Et concernant justement, c'est vrai, tu l'as découverte un peu toute seule. Est-ce que c'est un message que tu véhicules aussi aujourd'hui auprès de tes proches, des amis, et tu leur dis justement, tu fais part de ton expérience, tu en parles aussi au travers de réseaux sociaux où c'est vrai que la parole s'est vachement libérée là-dessus. Mhm. Est-ce que ça c'est quelque chose que tu fais? Déjà, donc mon cancer, je l'ai partagé directement à ma famille, mes amis, même mes collègues. J'avais vraiment ce besoin de communiquer dessus et de ne pas garder ça pour moi. Donc oui, mes amis sont au courant du fait que c'est important, cette autopalpation. Et en parallèle, j'ai créé moi un blog qui s'appelle The Pooch Girls. Et en fait, Ça s'appelle comment? The Pooch Girls, Pooch comme la révolution, PUTCH. Et en fait, j'ai envie de communiquer. Je communique du coup depuis je sais pas, un peu plus d'1 an sur moi, tout ce qui m'a aidé en fait dans mon parcours. Donc je donne mes petits conseils, mes petites astuces et j'essaie de parler un peu de tout parce que parfois il y a des choses qu'on découvre en petites astuces mais trop tard et on se dit ah là là si j'avais su. Et du coup j'ai envie De d'aider. faire partager son expérience pour ouais. que d'autres aussi qui passent par là sachent quoi C'est faire. ça. Et c'est marrant parce qu'on est Mm. vraiment dans cette histoire de réseau entre Dorothée qui crée aussi un réseau et qui demande en fait après il y a un suivi. Donc là aussi pareil, on se renvoie un peu la balle. On a envie d'avoir un retour en fait, savoir ce que les femmes ressentent après tout ça. Oui, les femmes sont perdues de façon générale, donc elles piochent un petit peu partout. Donc c'est vrai que c'est bien que tu aies fait ça. C'est bien pour les femmes qu'elles puissent accéder à ce type d'informations. Ouais. Ouais. Non, mais Réunir un petit peu toutes les informations, que C'est ce ça parce soit qu'on se sent tellement pour les perdu. cheveux, pour les cils, la peau, les vernis, la Quel que kiné, soit l'âge, hein. quel que soit l'âge. Oui, Voilà. oui. Alors il y a plein de réseaux qui existent. Voilà, il y a mon réseau cancer du sein. Il y a plein de choses qui existent. Et Mais c'est justement, parler, parce que maquillage aussi, en fait, on développe une hypersensibilité, c'est ça? Vous me dites si je me trompe, mais du coup, qui fait qu'aussi, on a notamment, je sais qu'il y a des gammes de cosmétiques qui sont créées aussi autour de ça. Il y a Ouais. des choses qu'on. C'est- En fait, on a une hypersensibilité au niveau des ongles ou de la peau, ou c'est voilà, c'est juste après ou ça dure encore longtemps? Bah alors, il y a plusieurs choses. Je vais commencer par les ongles. En fait, il y a des types de chimiothérapie où c'est vraiment important de mettre des vernis à base de silicium parce que du coup, on a un risque. Enfin, les ongles vont être fragilisés et ils peuvent se casser. Donc, que ça ou soit on des peut les vernis perdre. spéciaux. Donc, faut des vernis spéciaux. Ok. Du coup, c'est pas les vernis qu'on a chez soi, Ouais, n'ont pas de classique. silicium. Et après, en effet, faut faire attention aux crèmes et aux cosmétiques qu'on utilise parce qu'on peut vite en fait faire des allergies pendant cette période. Et puis c'est aussi un moment où la chimio va fragiliser notre peau. Donc c'est important de faire attention aux produits qu'on se met. Ouais. Et surtout, ça participe aussi de ce retour à la féminité. Donc, c'est un moment où on a peut-être besoin ou envie d'autant plus de s'entretenir. Donc, c'est important d'avoir les produits qui soient les plus adaptés, j'imagine. Aussi, moi je veux pas dire que je me maquillais tous les jours, Ouais. mais par contre il y avait des petits moments où j'avais envie de me faire trop plaisir et de me ressentir bien dans ma peau. Oui, on a envie de se faire belle. Bah, la lingerie Mm. participe aussi à tout ça. Vous avez enlevé carrément cette lingerie pendant le Prime. Donc, Ah oui, c'est que- vous avez tout enlevé. on a fait Oui, oui. C'est une ribambelle de filles quand même qui le font. Il y en a en culotte Oui, on haute, il y a était toutes les 7, morphos. on était 7 et l'idée c'était d'enlever effectivement le haut à la fin, mais encore Ouais. une fois, et le message est très bien passé, hein, parce que c'est pas tous les jours en fait qu'on monte sur la scène du Lido pour enlever le haut, voilà, et il fallait aller au bout, mais il n'empêche que encore une fois, le message c'est ça, c'est il y a une crainte de se dénuder encore aujourd'hui, quel que soit l'âge des femmes, je sais pas si vous le sentez, vous Bah, le on voyez, peut mais pas montrer de c'est sein, un moment délicat. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que les hommes nous disaient, mais pour vous, c'est plus facile. Mais non, pas tant que ça. Il y a encore beaucoup de femmes qui ont cette pudeur-là. Oui, on voit que pour personne, et moi-même y compris, c'est pas un plaisir d'aller chez la gynécologue. Non. Non. Voilà, on n'aime pas se faire examiner, que ce soit les seins, c'est normal. Oui, bah, Et même, voilà, il faut réussir à avoir une relation de confiance avec la patiente, à la mettre à l'aise et pour que ça se fasse facilement et le Passer moins ce désagréablement moment-là. possible. Écoutez le sketch de Michel Bernier sur la mammographie, vous allez voir, vous allez Ah vous ouais marrer. Ouais, Et il est elle très- raconte quoi sur la Ah bah, fameuse elle raconte la compression, façon effectivement dont se passe une mammographie, mais Ouais. encore une fois, elle a tellement raison et en même temps, c'est très utile. Ouais, donc un moment qui n'est pas forcément évident par lequel on doit tout passer. Mais c'est vrai que sur les seins, c'est étonnant, ça cristallise beaucoup de choses aussi. D'ailleurs, la preuve, on n'a pas le droit de montrer un bout de sein sur les réseaux sociaux. Enfin, alors que c'est quand même c'est compliqué les seins aujourd'hui. On le voit bien dans l'actualité, des femmes qui arrivent avec des décolletés trop plongeants, on leur dit quelque chose. Enfin, ça cristallise quand même beaucoup
beaucoup Oui, mais de le buste de tension, la les République seins. est magnifique, il est très Ouais. décolleté. Ouais, il est très décolleté, mais certaines, quand elles arrivent au musée, en tout cas avec des gros décolletés, ça rend les choses un peu compliquées. C'est Donc, terminé maintenant, c'est- un petit uniforme comme ça, comme ça. non, mais c'est drôle. Et donc les hommes se dénudaient plus facilement Alors non, parce que les hommes enlevaient le bas Ouais. et le Ah, haut. quand même. De Ah fait, ouais. oui, non, ils ont été courageux. Ils ont Ouais. été courageux et encore une fois, c'est drôle parce qu'on a beaucoup de mamans qui nous ont écrit qui avaient de grands ados entre 15 et 19 ans et qui disaient à leurs ados vous allez palper vos testicules maintenant. Ouais. Et mais oui, mais parce Mais qu'encore bien une sûr. fois, ça Ouais. paraît drôle à dire et pourtant c'est Ouais. un fait. Les garçons comme les filles. Et autant faire passer ce message de façon Ouais. ludique, hein, c'est quand Oui, même c'est et toujours voilà, mieux perçu. c'est pas grave, ça se fait L'humour, c'est facilement. beaucoup de Oui, avec choses, un peu d'humour, et Ouais. d'accord. Ça passe tout de suite mieux. Je voudrais maintenant m'adresser au public, à vous, mesdames, parce que c'est majoritairement des dames, il y a peut-être des messieurs aussi d'ailleurs, et pour voir surtout si vous avez des questions, parce que voilà, on a donc à la fois l'expérience et puis aussi deux super médecins qui sont là. Donc vraiment, si vous avez des questions, c'est le moment, n'hésitez pas. Bonsoir. Bonsoir derrière le rideau. Bonsoir, je m'appelle Diane et moi aussi, j'ai 24 ans et je souhaiterais savoir quels conseils tu pourrais me donner si demain je suis également diagnostiquée avec un cancer du sein. Sur comment est-ce que je peux vivre cette expérience, qu'est-ce que toi tu en as retenu? Moi, l'élément que j'ai retenu, c'est qu'il faut apprendre à lâcher prise en fait et à vraiment vivre l'instant présent. Le traitement, du coup, il est long. Moi, j'avais hâte, j'anticipais énormément et au final, ça m'avançait pas. Et par contre, me recentrer sur l'instant présent, sur le jour même, essayer de trouver le positif un peu au jour le jour, même si clairement, il y a des jours où il n'y en avait pas vraiment. Ça m'a énormément aidée et c'est ça qui m'a aidée aussi à apprendre à lâcher prise, à retrouver un sommeil normal alors que j'étais sous chimio. Et ça m'a beaucoup aidée à aller mieux. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une question pour Carole. Bonsoir. Tu as appris à 24 ans que tu avais un cancer du sein. Mhm. Tu as été opérée à 26 ans. J'ai été opérée, non, j'ai eu ma mastectomie du coup à 25 ans. 25. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année-là? Le traitement, tu as fait une chimio, qu'est-ce qui c'est vraiment qui est le déroulement de... Les stades de mon protocole, Ouais. du coup, moi j'ai eu une chimiothérapie, une mastectomie, donc l'ablation mammaire, de la radiothérapie, donc les rayons, et qui était ciblée à un essai clinique. Et ensuite, j'ai fait de la chimiothérapie par voie orale, donc des médicaments à prendre tous les jours. Et tu te rendais combien de fois à l'hôpital pendant cette période? Pendant toutes les étapes du protocole. Ouais, Oula. Pendant la chimiothérapie, du coup, au début, c'était une fois toutes les 2 semaines et ensuite, c'était une fois toutes les semaines. La radiothérapie, c'est tous les jours. Ça, c'est assez dur parce que les gens pensent que la radiothérapie, c'est simple, ça va mieux. Déjà, non. On y va tous les jours et donc ça, c'est difficile de se dire je vais à l'hôpital tout le temps. Et par contre, sous chimiothérapie par voie orale, là, j'y allais de moins en moins. C'était une fois toutes les 3 semaines. Et question, au lieu d'aller tous les jours, tu pouvais pas rester à l'hôpital au lieu d'aller en hôpital le jour? Ah non, je préférais vraiment rentrer chez d'accord. moi parce que en fait, c'était pas nécessaire d'être hospitalisé, donc autant être dans son petit cocoon. Surtout que ça c'est dure plus 5 agréable, semaines, hein. donc Ouais. c'est long. Et puis ça dure, mais ça dure mieux. combien de temps? La radiothérapie, c'est 5 semaines, ouais, donc 5 semaines à l'hôpital, c'est long. Et puis la séance de radiothérapie, ça dure pas longtemps. Non, c'est ça, au final, un la quart séance est d'heure, très 20 courte. minutes, ouais. Ouais. C'est On quelques passe plus de temps minutes, parfois en salle les d'attente que pendant la radiothérapie. Il faut avoir un bon bouquin. C'est ça, toujours avoir des bons bouquins. Et est-ce que tu avais une activité à cette époque-là? Tu étais dans les études ou tu travaillais? Je travaillais quand j'ai appris que j'avais un cancer du sein. Et le fait d'ailleurs de travailler, c'est intéressant ça, mais ça aide aussi, en discutant avec des femmes, souvent on a l'impression que le fait de ne pas s'arrêter complètement et de continuer à travailler, ça représente une aide quasiment. Moi, au début, en fait, j'ai ma première chimiothérapie, après la première injection de chimiothérapie, on a fait une période de test avec mes docteurs, donc 3 semaines, je me suis arrêtée pour voir comment je réagissais. De là, du coup, j'ai repris le travail en temps partiel thérapeutique. Pour moi, c'était super important parce qu'en fait, je me sentais pas malade de cancer. Je voulais faire comme si de rien n'était, comme si j'allais toujours bien. Avec une vie normale. Avec une vie normale. Et en fait, c'était difficile en fait parce que j'avais beaucoup d'effets secondaires. Parfois, du coup, je devais m'arrêter de travailler parce que globule blanc trop bas, infection, retour à l'hôpital, transfusion de sang, tu tiens plus debout. Et après la mastectomie, du coup, j'allais être arrêtée plusieurs semaines.
Et en fait, là, c'est le moment où je me suis dit, mon protocole a dû être un peu prolongé. Et là, je me suis dit, mais stop, en fait, je peux plus faire Ouais, c'est pas semblant. possible. Ouais. Et du coup, là, au contraire, ça m'a fait du bien au début de continuer à travailler parce que c'était aussi un terrain un peu connu, en face du terrain inconnu de l'hôpital. En revanche, après, j'étais super contente de m'arrêter de travailler pour prendre du temps pour moi, en fait, pour me reposer déjà, parce que c'est très fatigant, les traitements. Et du coup, à me reposer, me concentrer sur mon bien-être, faire des petites activités à côté, relax, Ouais, puis quand on peut apprendre plus, à on peut plus, confuser. quoi. Voilà, C'est ça, on peut plus. Il n'y a pas à se culpabiliser non plus. Et c'est, Sophie, ça. moi j'ai une question. Beaucoup de femmes ont du mal à en parler à leur entourage. À qui on peut se confier? À qui on veut. Déjà, voilà, il faut vraiment faire ce qu'on sent. Et justement, c'était une question moi, que je voulais te poser tout à l'heure, Carole. Tu avais dit que ta grand-mère avait été décédée d'un cancer du sein à 42 ans. Est-ce que du coup, t'en avais parlé, enfin ta mère t'avait parlé de ça? Est-ce que tes cousines, vous en parliez entre le vous? facteur héréditaire, là, en Ou c'est ta maladie qui a réouvert la discussion? Parce qu'en effet, c'est très tabou et voilà, culturellement, moi je vois que les femmes dans certaines cultures ont beaucoup de mal de parler de la maladie. Voilà, et que c'est comme si c'était une honte, une culpabilité, alors que voilà, il faut en parler. Moi, j'ai toujours su du coup que ma grand-mère maternelle était morte d'un cancer du sein. Après, on n'en parlait pas vraiment dans la famille. Et au final, moi, j'ai découvert que mon cancer était d'origine génétique, mais paternelle. Et là, on s'est dit, mais c'est absurde. Quoi. Et parce que du coup, un homme peut avoir un cancer du sein. Voilà. Et mais du coup, moi, même mon père et mon grand-père n'en avaient pas développé. Mais du coup, on en a toujours discuté ensuite en famille, librement, en fait, ouvertement. Il n'y a jamais de tabou entre nous. Et ça nous a fait tous beaucoup de bien, je pense, d'en discuter les uns avec les autres. C'est important. Hein. Ouais. Ouais. Et je pense qu'aussi, une partie des femmes n'osent pas en parler parce qu'elles ne veulent pas peiner leur entourage. D'abord, elles se disent, je vais jamais. Enfin, moi, mes patientes, c'est comment je vais annoncer ça à mes enfants? Comment... C'est d'abord la peine qu'on va faire aux autres, alors que c'est vous qui avez besoin de soutien. Moi, je leur dis, mais attendez, c'est pas eux qu'il faut. Et ça réagit plutôt bien en plus la plupart du temps. Voilà, hein. oui, bien sûr. Évidemment, les proches ont toujours le choc de l'annonce, mais comme tout un chacun. Et après, ils sont là pour soutenir. Et je pense que, et c'est plus facile. comme tu l'as dit, c'est très fatigant. Voilà, on est usé par ce marathon qui dure des mois. Et qu'il faut pouvoir avoir des soutiens, voilà, qu'ils soient de la famille, des amis. Donc en parler autour de soi sans culpabilité aucune. Voilà, et je pense que c'est aussi important de se confier à d'autres personnes qui vivent la même pathologie que nous. Parce que du coup, le soutien des proches, moi, ça a été essentiel pour moi. Mais parfois, évidemment, ils n'ont pas cette pathologie, donc parfois ils comprennent pas bien. Donc là, c'est là où c'est super important du coup de communiquer parce que c'est important de se comprendre. C'est pour ça que ton blog il est chouette. Et c'est pour ça que voilà. Et du coup, échanger avec d'autres personnes qui ont la même pathologie que soi, parce que parfois on a des réactions, on pense que c'est pas normal, et du coup en parler avec d'autres personnes, on va se dire mais si en fait c'est super légitime, en fait on réagit toutes comme ça, et ça fait du bien d'avoir aussi les réactions des autres quand parfois on sait pas trop si ce qu'on vit c'est normal, ce qu'on pense c'est normal. Et c'est top d'avoir les... Donc on pourra consulter maintenant tout ce blog qui va nous donner ça. quand même pas mal d'infos. Aussi dispo sur les réseaux sociaux du coup. Parfait, comme ça pour un partage d'expérience. Merci beaucoup mesdames. Merci Cécile. Voilà, c'était vraiment Merci. très émouvant et c'est une cause qui nous tient tout à cœur, donc ça m'a fait très plaisir. Merci beaucoup et donc n'hésitez pas à continuer à partager parce que c'est vraiment une histoire de réseau de femmes, encore une fois. Merci. Merci. Merci.